Bonjour à tous et bienvenue sur nos antennes pour une nouvelle émission qui sera consacrée à la COP 21, la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient ici à Paris, au Bourget. Et dans notre studio, nous avons deux personnalités avec nous pour parler du changement climatique, pour parler de l'Afrique. Il s'agit de l'ancien Premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. À côté de M. Cellou Dalein Diallo, il y a un ancien ministre togolais, M. Kako Nabou, ancien ministre togolais de la prospective, et il est économiste. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. À ce micro, Georges Ibrahim Tounkara pour vous interroger. Et avec moi dans ces studios, Kadia Touba qui vient de la Guinée. Kadia Touba, bonjour. Bonjour Georges Ibrahim Tounkara. Voilà, bonjour donc à tous et bienvenue à cette émission. Monsieur Cellou Dalein Diallo, vous êtes à Paris pour prendre part à cette conférence mondiale sur le changement climatique, la COP 21. Alors, monsieur Cellou Dalein Diallo, l'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants, 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre et grande victime du réchauffement climatique. L'Afrique qui veut être dédommagée pour ce qui a été fait par les autres. Comment vous réagissez à cela? Je pense qu'avant d'être dédommagée, l'Afrique a besoin d'être aidée pour l'accès à l'électricité de ses habitants. Et en tenant compte du passé, de la situation actuelle, nous avons une planète qui est menacée par le réchauffement climatique. Il faut justement mettre en valeur les énergies non polluantes. Et l'Afrique dispose d'un potentiel important. Il faut aider l'Afrique à mettre en valeur ce potentiel-là pour qu'elle puisse disposer de l'énergie d'abord pour les citoyens, mais aussi pour son industrialisation. Alors, dans un pays comme la Guinée, est-ce que vous êtes sur la voie? Oui, bien entendu. Je disais tout renouvelable à l'heure que la Guinée dispose par exemple d'un potentiel hydroélectrique très important. Et en même temps, elle extrait et exporte la bauxite qui est transformée ailleurs avec du charbon. Alors qu'on aurait pu construire les barrages, fournir l'électricité propre et transformer cette bauxite en alumine et en aluminium. Ça aurait contribué naturellement à réduire le réchauffement de la planète parce que là où la bauxite guinéenne est aujourd'hui transformée en Russie, en Irlande, aux États-Unis, elle est avec du charbon. Mais là où cette bauxite se trouve, il y a un potentiel hydroélectrique important, plus de 3000 mégas sur le concours, sur 150 km. Il faut, dans ce cadre-là, je pense, délocaliser les industries de transformation des pays européens et russes pour essayer, dans le cadre d'une politique générale de lutte contre le réchauffement climatique, aider la Guinée à transformer sa bauxite sur place avec de l'énergie propre. Monsieur Kako Naboupo, ancien ministre togolais de la prospective, je le disais, l'Afrique qui pollue moins, mais qui subit les conséquences néfastes de cette pollution et qui demande réparation. Vous êtes à Paris pour la COP. Comment vous réagissez à tout ce débat? Il faut se rendre compte que c'est peut-être la première fois depuis longtemps qu'il y a une convergence des aspirations. Du nord comme du sud. Parce que comme a l'habitude de dire le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Donc je crois que chacun doit prendre sa part dans le monde nouveau que nous voulons construire. Et même à des micro-niveaux, certaines pratiques peuvent permettre de préserver l'environnement, l'écosystème naturel. En particulier, lorsqu'on voit la déforestation dans nos pays, souvent pour commercialiser le bois de chauffe, on se dit qu'avec plus d'éducation, plus de capacité à fournir des revenus aux populations les plus démunies, on pourrait aussi préserver, un tant soit peu, notre écosystème naturel. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau international, comme dans toutes les négociations, c'est un jeu de rapport de force. Et je crois que la donne sécuritaire actuelle montre que chacun doit faire l'effort qu'il faut afin que nous puissions vivre en sécurité. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les populations ne mourront pas en silence dans des endroits où la vie deviendrait impossible. Et donc, par rapport à l'urgence sécuritaire,
Je crois que ce que nous aurions pu faire par principe, nous sommes obligés aujourd'hui de le faire par intérêt. Mais nous sommes obligés de le faire. Monsieur Cellou Dalein Diallo, avec tout ce qui se passe aujourd'hui à cette COP 21, l'Afrique qui crie, qui veut être dédommagée, qui demande réparation, on a le sentiment que l'Afrique n'est jamais maître de son destin, qu'elle ne fait que subir. Oui, vous savez, nous sortons d'un système. Les indépendances, il y a 60 ans, 60 quelques années. L'Afrique est fragile. Elle a une économie fragile, elle a besoin de l'aide publique au développement pour financer ses investissements, notamment les infrastructures. Elle est pauvre, il y a l'analphabétisme, il y a la malnutrition. Et nous sommes dans un monde où il faut représenter quelque chose pour se faire entendre. On a des difficultés à nous faire entendre. On a des difficultés à mobiliser l'aide internationale. On a des difficultés à financer notre développement. On a des difficultés à nourrir notre population. On a des difficultés à promouvoir une éducation correcte pour l'ensemble des citoyens africains. Donc, dans ce monde-là, il y a les pays riches qui polluent contre tout le monde, contre l'intérêt de tout le monde, contre l'intérêt de leurs propres enfants, contre les Africains. L'effort doit commencer par la discipline. Il faut, avant d'aider même les autres, il faut se discipliner. Ceux qui produisent les gaz à effet de serre doivent fournir l'effort de réduire les activités qui sont génératrices de ces gaz à effet de serre. Avant même d'aider les autres, ils doivent montrer l'exemple. Nous sommes conscients des risques et des menaces que constitue le réchauffement de la planète. Donc, à l'intérieur de nos propres frontières, nous allons imposer à nos entreprises plus de discipline. Ensuite, les pays qui ne contribuent pas à cette émission de gaz à effet de serre, nous allons les aider pour qu'ils évitent de développer des sources d'énergie susceptibles d'aggraver le réchauffement de la planète. Et pour cela, la transition énergétique est plus facile dans ces pays-là, puisqu'il ne s'agit pas, il n'y a pas déjà des autres sources d'énergie polluantes ne sont pas suffisamment développées. Mais nous aussi, les pays africains, on doit se discipliner. C'est-à-dire que, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, le ministre Kakou, il faut respecter l'environnement. Il y a une déforestation sauvage, il y a beaucoup d'activités qui contribuent justement au réchauffement climatique, la déforestation, l'utilisation du bois de chauffage, le commerce du bois, c'est-à-dire au-delà des intérêts économiques qu'on tire de ça, il y a quand même des risques des risques qui vont affecter la vie de nos propres compatriotes, parce que lorsqu'ils sont sur des terres d'où le couvercle végétal est complètement détruit, où les forêts sont complètement détruites, naturellement, la survie des populations va poser problème, et en ce moment, c'est l'immigration. Donc tout le monde a intérêt d'abord à se discipliner chez soi, et ensuite au niveau de la coopération internationale, identifier les instruments et les outils permettant justement, dans le cadre d'une politique globale, de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Monsieur Cellou Dalein, il y a quelques semaines, les partis politiques guinéens battaient campagne pour l'élection présidentielle de 2015. Je veux savoir, vous, étant leader de l'UFDG, les projets environnementaux ont occupé quelle place dans votre projet de société? Oui, nous avons d'abord déploré le peu de respect qu'on a eu pour l'environnement dans notre pays. Beaucoup de forêts classées qui étaient classées entre les deux guerres ont été complètement détruites avec la complicité de l'État. Avec la corruption, il y a des forêts qui ont été revendues à des sociétés privées qui ont coupé les bois pour exporter sans que la forêt ne soit reconstituée. Il n'y a pas eu de discipline dans la gestion justement de l'urbanisation. Il n'y a pas eu de discipline aussi dans la gestion de la terre. Il y a beaucoup de cours d'eau qui ont disparu en Guinée parce que les versants des grands fleuves qui se trouvent au Fouta Djallon en particulier ne sont pas aujourd'hui protégés, et la menace concerne toute l'Afrique de l'Est, parce que comme vous le savez, on dit que le Fouta c'est le château d'eau de l'Afrique. Et rien n'a été fait pour justement préserver les cours d'eau, pour préserver le couvert végétal, pour préserver les forêts classées. Et aujourd'hui, la Guinée est exposée même à une désertification.
Monsieur Kakou Naboko, est-ce que vous pouvez réagir à cette question? Est-ce que dans les différents partis politiques sur le continent, est-ce qu'on accorde un véritable intérêt à la question environnementale? En fait, vous avez été ministre au Togo. Oui, c'est-à-dire qu'en tant que ministre de la prospective, j'ai pu constater la difficulté à se projeter sur le long terme. Parce qu'il y a énormément de questions de très court terme à résoudre. Ce qu'on appelle la dictature des urgences. Mais ce qui se passe, c'est que ces questions qui peuvent être perçues comme des questions de long terme, comme l'a dit le Premier ministre Cellou Dalein Diallo, peuvent nous rattraper très vite. Je vous donne l'exemple du Togo, où nous avons une érosion côtière de 5 à 10 mètres par an. C'est-à-dire que la mer avance sur les terres. Or, la région côtière, la région maritime, recèle 40% de la population togolaise. Et donc, ce qui va se jouer dans les années à venir, mais dans les années très proches, c'est la question de l'aménagement du territoire. Vous voyez? Donc, les partis politiques n'ont pas forcément au cœur de leur programme les préoccupations environnementales, mais ils essayent quand même d'appréhender les impacts probables des changements climatiques sur la vie en société, notamment la question de l'aménagement du territoire et la question de la prospective territoriale. Et je voudrais insister sur un autre point qui me paraît important, c'est l'éducation des populations par rapport à cet impératif environnemental qui, quelquefois, peut paraître un luxe lorsque vous n'avez pas toujours les moyens de votre survie quotidienne. Et donc, je crois que c'est un défi pour les pouvoirs publics de faire cette éducation de sorte que nos enfants puissent prendre à cœur la question de la protection de l'environnement. Mais comme vous le savez, cette question, elle est liée à deux autres questions qui forment le développement durable. Il y a l'équité sociale, donc la manière dont nous redistribuons les richesses produites, et puis la question de la croissance elle-même, donc la manière dont nous produisons cette richesse. Donc je crois que cette vision systémique doit prévaloir dans notre appréhension de ce qui nous réunit aujourd'hui. Kagnatou, une question? Bon, M. Dalein a dit que les forêts sont revendues à des sociétés étrangères. Je voulais savoir s'il a un exemple précis. Oui, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Il y a des forêts qui étaient à Mamou qui ont été revendues à des sociétés étrangères. Il y a eu de la déforestation. Mais comme l'a dit le ministre togolais, le problème, c'est d'avoir une vision. Churchill a dit que les hommes politiques pensent à la prochaine élection et les hommes d'État à la prochaine génération. Je pense que le sens de responsabilité commande à nos États de penser aux générations futures. Aussi, c'est-à-dire que essayer de faire preuve de rigueur et de sens de responsabilité pour instaurer la discipline à l'intérieur de nos États. Bien entendu, le respect de cette discipline peut s'accompagner d'une certaine assistance aux personnes qui peuvent être vulnérables, qui peuvent être touchées par des politiques de préservation de l'environnement. Mais il faut préserver l'environnement. Le charme de nos États, la prospérité d'aujourd'hui et de demain dépend dans une large mesure de la manière dont ils vont gérer le territoire aujourd'hui dans toutes ses composantes. Monsieur Cellou Dalein Diallo, vous avez été Premier ministre. Est-ce que vous avez essayé d'inculquer cela aux populations? Est-ce que vous avez mené des politiques dans ce sens? Bien entendu. J'avais à l'époque, au moment où même j'étais ministre, il y a eu des ventes de forêts. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour empêcher la réalisation de ces opérations. Mais il y a beaucoup d'intérêts et vous savez, un ministre ou un Premier ministre parfois a des pouvoirs limités.
Et lorsque les gens développent des arguments, oui, la forêt est vieille, il faut vendre et reposer parce que sinon la forêt ne peut pas être rentable. La rentabilité de la forêt n'est pas d'abord ce qu'elle apporte au plan économique, c'est ce qu'elle apporte dans la préservation de l'écosystème. On a eu ce débat, je me souviens même à un conseil des ministres, où moi j'essaie de défendre qu'il faut laisser les forêts là tranquilles, et parce qu'elles continuent de jouer un rôle important dans la préservation de l'écosystème. Alors, dans le cadre de cette COP 21, vous avez animé une table ronde sur la transformation structurelle de l'Afrique. Vous pensez que cela est très très important pour tout ce qui se passe aujourd'hui sur le continent, notamment sur le plan environnemental et le développement même de l'Afrique? Il faut une transformation structurelle, Monsieur Kako Nabuko. Oui, c'est-à-dire que cette idée de système doit être au cœur de nos réflexions, de nos actions. C'est-à-dire que la transformation structurelle que nous appelons de nos voeux, elle s'inscrit dans un contexte de transition. Et toutes ces transitions sont liées. Transition démographique, parce qu'on voit bien que cette population africaine est jeune et elle croît vite. Au Togo, elle double tous les 25 ans. Transition énergétique, on a parlé du défi de l'énergie, vous en avez fait mention. Transition fiscale, parce qu'on voit bien que les États ont besoin de recettes pour piloter les politiques publiques. Il y a beaucoup de recettes qui échappent à ces États. Et surtout, c'est que jusqu'à présent, nous avons une fiscalité de porte, et donc nous devons maintenant aller vers cette transition fiscale, et puis transition démocratique aussi, puisque plus vous êtes légitime et plus vous pouvez être efficace dans la gestion des affaires de l'État. Et donc tout ça constitue un système de transition qu'il faudra piloter. Et donc pour piloter cette transition, il faut une veille prospective. D'où l'idée, et monsieur le Premier ministre en a parlé tout à l'heure, d'une vision partagée des défis, des objectifs à atteindre. Et voilà pourquoi cette session autour de la transformation structurelle nous semble être au cœur de la problématique même de la COP 21. Monsieur Selou Dalen Diallo, un mot sur cette transformation structurelle de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique a fait des progrès importants ces derniers temps. Les 15 dernières années ont été marquées par une croissance forte dans nos économies. Maintenant, vous avez deux écoles qui s'affrontent. Il y a ceux qui pensent que cette croissance est le résultat d'une conjoncture marquée par une hausse des prix des produits issus de l'agriculture ou des industries extractives et qu'il n'y a pas eu suffisamment de transformation. C'est-à-dire que l'Afrique ne s'est pas industrialisée. L'Afrique n'a pas pu accroître la productivité des activités de ses populations. Parce que si le prix du fer ou du pétrole, du gaz augmente naturellement, il y a une croissance que cela génère. Mais si jamais le prix baisse, eh bien, le pays ne pourra pas résister au choc. Donc, on a estimé qu'il faut de la transformation structurelle. Il s'agit de faire en sorte que les ressources et les activités soient transférées vers des secteurs beaucoup plus productifs et plus rentables. C'est-à-dire, par exemple, l'industrie manufacturière, pour que les gens transforment naturellement les produits de base ou les produits issus des industries extractives pour importer des produits finis ou semi-finis, si bien qu'il y aura une valeur ajoutée importante dans le pays. Mais l'exportation des produits primaires issus de l'agriculture et des industries extractives ne peut pas favoriser une soutenabilité de la croissance et du développement. Donc les États africains doivent faire l'effort justement de conduire des politiques visant une restructuration profonde des économies pour que les pays soient moins exposés, parce qu'actuellement beaucoup de pays dépendent d'un ou de deux produits. Si sur le marché international il y a une baisse des prix de ce produit, c'est la crise. Et la crise peut conduire aussi à tout. Donc il faut diviser les risques et accroître des importations, mais diversifier aussi la production. Donc cette restructuration
de l'économie pour approfondir les mesures structurelles est absolument indispensable si l'Afrique doit maintenir le rythme de développement observé actuellement et dont tout le monde est fier. Kadiatou? Je vais enfin poser une question à M. Kako Nubuko. C'est de savoir quelles sont les conditions pour que l'Afrique puisse faire face au changement climatique sans pour autant être dérangée dans son développement. En fait, nous devons à la vérité de dire que personne ne sait à l'heure actuelle comment sera le monde de demain. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est renforcer nos capacités, notamment institutionnelles, pour affronter les incertitudes à venir. Et à cet égard, il me semble qu'il y a des choses importantes à faire. La première, c'est obtenir un large consensus social. Et c'est pour ça que nous parlons de l'impératif démocratique, que nos dirigeants soient de vrais porte-parole des populations. Parce que lorsque les décisions cruciales viendront, on aura besoin de ces dirigeants qui vont pouvoir assumer de façon responsable la destinée des populations. Il y a la question de l'orientation de notre système productif. Jusqu'à présent, ce système productif est tourné vers l'extérieur de l'Afrique. C'est ce que nous appelons l'extraversion. L'extraversion réelle, parce que, comme le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, nous pourrions transformer beaucoup plus nos matières premières, parce que quand on exporte la matière première, on exporte les emplois que la transformation aurait pu créer, ce qui fait qu'il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait des migrants, puisque ces emplois ont été exportés. Il faut bien que les gens partent, parce qu'ils ne peuvent pas mourir en silence sur place. Et puis, l'extraversion monétaire. Pour les pays de la zone franc, j'ai toujours parlé du problème que constituait le franc CFA, parce qu'une monnaie forte pour des économies faibles induit des coûts d'ajustement importants qu'il ne faut pas sous-estimer dans un cadre général de cohérence de politique publique. Vous, le franc CFA est une monnaie surévaluée? Ce n'est pas moi, ce sont les calculs qui peuvent vous dire à un moment ou à un autre le degré de surévaluation. À l'heure actuelle, nous sommes autour de 8 à 10% de surévaluation. Mais il y a eu des périodes où ça a été beaucoup plus important. En règle générale, depuis la dévaluation de 1994, nous avons été dans de bons intervalles, mais à partir de 2000, nous avons recommencé à diverger. Mais ces 2 dernières années, du fait de la baisse de l'euro par rapport au dollar, on revient vers une tendance de long terme proche de l'équilibre. Mais ce que je veux dire surtout, c'est de s'assurer que nos instruments sont au service de notre projet de développement, que ce soit le budget ou la monnaie. Et donc, cette transformation structurelle que nous appelons de notre vœu se fonde, sur la légitimité démocratique, sur l'impératif de cohérence des politiques publiques et sur la nécessité de redistribution équitable des fruits de la croissance. Je crois que si nous arrivons déjà à relever ces 3 défis, nous serions mieux armés qu'aujourd'hui à affronter les défis que le changement climatique va poser dans un futur plus ou moins proche. Une analyse que vous partagez, M. Cellou Dalein Diallo? Oui, bien entendu, je la partage. Je disais tout à l'heure que je suis partisan de l'adhésion de la Guinée à la zone franc sous réserve que le taux de change soit flexible et qu'il tienne compte du commerce extérieur de l'Afrique. Que ne soit pas une monnaie sur laquelle on ne paie rien. Parce que la monnaie, dans la gestion macroéconomique, doit être un instrument d'ajustement. C'est-à-dire que si l'ajustement ne repose que sur le budget, ça peut induire des crises qui peuvent compromettre le développement. Donc l'État doit pouvoir, chaque économie doit pouvoir utiliser de temps en temps, s'il y a lieu, le taux de change pour faire face à des chocs extérieurs. Voilà, donc je suis pour le franc CFA qui constitue un instrument d'intégration monétaire, mais la manière dont il est géré ensemble, je pense qu'on peut apporter quelques modifications
pour la rendre plus cohérente avec justement les besoins de développement de nos économies. Monsieur Cellou Dalein Diallo, merci d'être passé ici dans notre studio. Merci également à vous, Monsieur Kako Nubupo, ancien ministre togolais de la prospective, à Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre guinéen. Merci également à vous, Kadiatou Ba. C'est la fin donc de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis.